Chers élèves de collège, je vais tâcher ici de vous expliquer en 15 minutes maximum les origines du conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Parce que pourquoi une guerre oppose-t-elle aujourd'hui deux pays dont la culture et l'histoire sont pourtant si proches? Faisons déjà un petit détour du côté des cartes. La Russie, c'est le pays le plus vaste du monde, 17 millions de kilomètres carrés pour 144 millions d'habitants. C'est un pays 30 fois plus vaste que l'Ukraine pour une population à peu près 3 fois plus nombreuse. L'Ukraine, nous la voyons ici, c'est un pays limitrophe qui partage cette frontière avec la Russie et qui est profondément déstabilisé par son grand voisin qui lui a déjà annexé en 2014 la Crimée en bleu et qui entretient des troubles dans la partie en vert clair, le Donbass. Alors quels sont les points communs finalement entre ces deux États? Déjà le climat. Ce sont deux pays marqués par un climat continental, c'est-à-dire des hivers humides et froids, des étés chauds et secs. Ils partagent aussi une même religion, le christianisme orthodoxe. On revoit la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev et Saint-Basile à Moscou. Vraiment des églises magnifiques, très reconnaissables dans le plus parfait style orthodoxe. Christianisme qu'on retrouve en gros dans toute la partie est de l'Europe. C'est aussi deux États qui ont une origine historique commune. On parle de la Rousse de Kiev qui a marqué au Moyen-Âge le début finalement de la formation de l'Ukraine et de la Russie en tant qu'État. Grosso modo, l'Ukraine est sous domination russe depuis le XVIIIe siècle et elles ont même fait partie d'un même pays de 1920 à 1991. C'était alors l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Alors, pourquoi ce conflit? Eh bien, durant la guerre froide, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale opposa deux idéologies, le communisme porté par l'URSS en rouge et le capitalisme porté par les États-Unis en bleu, eh bien, le monde était divisé en deux camps. Ceux qui étaient du côté des États-Unis ont rejoint l'alliance militaire, l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, alors que l'Europe de l'Est, elle, sous domination de l'URSS, avait rejoint le pacte de Varsovie. Qu'est-ce que l'OTAN? Eh bien, c'est une alliance militaire qui stipule que si un État membre se fait attaquer, tous les autres États lui doivent assistance. Alors, ça permet de protéger les petits pays d'une éventuelle attaque russe, mais permettre le déclenchement rapide d'une troisième guerre mondiale. Imaginez, l'URSS attaque le Danemark, eh bien les États-Unis doivent voler au secours du Danemark et attaquer l'URSS, c'est donc une guerre mondiale. Vous vous souvenez, pour rappel, la Première Guerre mondiale avait débuté ainsi. L'Autriche-Hongrie déclarait la guerre à la Serbie. La Serbie étant alliée à la Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie. L'Allemagne étant alliée à l'Autriche-Hongrie, elle déclare la guerre à la Russie. Et ainsi, la Triple Alliance est en guerre contre la Triple Entente. Et c'est le début du conflit. Alors vous allez me dire, pourquoi la guerre froide n'a pas été une guerre mondiale? Eh bien parce qu'il y avait ça, l'arme atomique. L'URSS, tout comme les États-Unis, possède l'arme atomique, et on possède des quantités astronomiques qui font que chacun a les moyens de rayer l'autre de la carte. Du coup, cela a inspiré la formule au philosophe Raymond Aron, paix impossible, parce que les deux pays se détestent, mais la guerre improbable, car même s'ils se détestent, aucun des deux n'a intérêt à ce que les choses ne dégénèrent. Là, vous voyez sur cette caricature, finalement, le président des États-Unis, Kennedy, faire un bras de fer avec le dirigeant de l'URSS, Khrouchtchev, les deux assis sur des armes atomiques, sur le point d'appuyer sur le bouton, mais sur le point seulement parce qu'ils savent chacun que l'autre a les moyens de lui faire très mal. Alors, depuis 1991, l'URSS a été disloquée. Et ainsi, l'Ukraine a obtenu son indépendance. Mais la Russie veut garder les anciens pays membres de l'URSS sous son influence et forme pour cela la communauté des États indépendants, la CEI. Alors la communauté des États indépendants porte très mal son nom parce que finalement elle regroupe la majorité des anciens pays membres de l'URSS qui restent sous domination de la Russie. Donc en fait, son vrai nom devrait être la communauté des États dépendants de la Russie. Et la Russie vit très mal.
que certains pays qui, durant la guerre froide, étaient membres du pacte de Varsovie, comme la Pologne, rejoignent l'OTAN. Et même d'anciens membres de l'URSS, comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, vous voyez ces trois États baltes, aujourd'hui membres de l'Union européenne, font aussi partie de l'OTAN, alors que c'était pourtant des républiques de l'URSS. Alors il faut savoir que les États-Unis s'étaient engagés en 1991 auprès de l'URSS à ne pas étendre les frontières de l'OTAN vers l'Est. Mais les États-Unis ont considéré que cette promesse avait été faite à l'URSS et que comme l'URSS avait été disloquée, ils n'étaient pas tenus de respecter cette promesse. Pour le coup, c'est un petit peu coquin de leur part. Vous le voyez ici, hein, finalement, cette sphère d'influence en Europe centrale et en Europe de l'Est, qui, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, est très clairement en faveur des États-Unis. Effectivement, l'OTAN se rapproche de l'URSS, de la Russie, et ça, Vladimir Poutine le vit comme une menace. Alors, il vit comme une menace que la Géorgie ou l'Ukraine fassent partie de l'OTAN, mais après tout, l'Estonie et la Lettonie en font partie, alors que ce sont aussi des territoires limitrophes. Donc, je ne vois pas non plus en quoi l'Ukraine serait plus menaçante que l'Estonie et la Lettonie. Alors pourquoi justement l'Ukraine? Eh bien l'Ukraine jusqu'en 2013 était plutôt sous influence russe. Et puis des manifestations éclatent en 2013 sur la place Maïdan à Kiev, la capitale. Des manifestations favorables à l'Union européenne. Vous voyez ici des drapeaux de l'Union européenne à côté de drapeaux ukrainiens. Et ces manifestations provoquent un renversement du président qui était alors pro-russe, Viktor Yanukovych. Le président Vladimir Poutine vit très mal ces manifestations, ce changement de pouvoir à Kiev, et décide alors d'annexer la Crimée, c'est-à-dire cette péninsule au sud de l'Ukraine que vous voyez en rouge foncé, qui est majoritairement peuplée de Russes. L'Ukraine n'a pas les moyens de réagir, son armée à cette époque-là était quasi inexistante, et ce territoire est annexé, c'est-à-dire d'un trait de plume, il est décidé par la Russie que ce n'est plus un territoire ukrainien, mais un territoire russe. Aujourd'hui, ce territoire est administré par la Russie, même si la communauté internationale ne reconnaît pas cette annexion et considère toujours qu'elle est illégale. Alors il y a plus que cela. Dans ces deux régions, vous voyez aussi une forte proportion de Russes. C'est une région que l'on appelle le Donbass. Et dans ces deux oblasts, ces deux États, Louhansk et Donetsk, eh bien, une partie du territoire est contrôlée par des séparatistes, c'est-à-dire des gens qui voudraient que ces territoires soient séparés de l'Ukraine, forment un État indépendant favorable à la Russie. Alors il faut savoir que cette guerre dans le Donbass, qui est un conflit maintenant vieux de presque 8 ans, a déjà fait 13 000 morts. Et ce n'est pas la première fois que la Russie soutient des mouvements sécessionnistes pro-russes dans d'autres pays. Elle l'a déjà fait en 2008 en Géorgie, où elle est aussi présente en Transnistrie, dans la Moldavie, et même à l'heure actuelle en Bosnie-Herzégovine. Bref, le but de la Russie est simple, c'est garder une sphère d'influence dans les régions limitrophes et en même temps déstabiliser les États qu'elle considère comme lui étant hostiles. Depuis 2022, Vladimir Poutine condamne la politique menée par l'Ukraine au Donbass et sa volonté d'intégrer l'OTAN, même si les négociations étaient encore bien loin d'intégrer l'Ukraine à cette alliance militaire. Il organise des exercices militaires conjointement avec la Biélorussie du dictateur Loukachenko qui lui est favorable. Les États-Unis disent alors craindre une guerre imminente, mais la scène internationale croit un bluff de Vladimir Poutine. On se dit qu'il concentre ses troupes à la frontière pour finalement obtenir des choses sur le Donbass, obtenir que la communauté internationale peut-être reconnaisse que la Crimée lui appartient. Bon, le 24 février, à la stupeur du monde entier, la Russie envahit l'Ukraine. L'armée ukrainienne, bien qu'inférieure en nombre et en équipement, résiste pendant que la communauté internationale se mobilise pour lui fournir des armes sans pour autant combattre directement la Russie. C'est-à-dire que c'est un conflit indirect. La France, l'Allemagne fournissent des armes à l'Ukraine mais ne veulent pas s'engager militairement du côté de l'Ukraine. Il faut savoir que l'Ukraine n'a pas signé de traité d'alliance avec aucun État et donc se retrouve assez isolée. Néanmoins,
La majorité des pays du monde sont outrés par l'attaque injustifiée de la Russie et actuellement décident d'infliger des sanctions économiques à la Russie pour l'inviter à cesser les hostilités. Sur ce, j'espère que ce format court vous a aidé à y voir un peu plus clair dans la guerre actuelle entre l'Ukraine et la Russie. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter cette vidéo que j'ai réalisée plutôt pour des lycéens. Et sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos.